minorité, moi qui ai les cheveux blancs, donc je participais à une journée sur les jeunes. Moi, je me console en disant que je suis jeune probablement depuis plus longtemps que vous tous ici. Donc, merci. Et puis en même temps, je vais peut-être juste abaisser un peu les attentes parce que tu me présentes un peu comme étant un grand expert, mais je dirais que c'est peut-être plus limité aux questions plus fondamentales, politique sociale, lutte contre la pauvreté, lutte contre les inégalités. Oui, un peu éducation, mais que j'ai suivi peut-être un peu plus loin. J'ai été aussi pendant des années ministère de la Santé, donc j'ai vu passer une préoccupation autour des inégalités sociales de santé. Et bien sûr, lutte contre la pauvreté, ça a été assez central au cours des 18 ou 20 dernières années. Donc voilà. Peut-être aussi dire que, bon, oui, j'ai un statut de professeur associé à l'Université Laval. En fait, je donne à peu près un cours, une formation par année. Donc, ça me permet de sortir du gouvernement. Encore une fois, je voudrais aussi abaisser les attentes avec le fait que je puisse avoir de l'influence ou du pouvoir. Je pense que je conseille notre sous-ministre adjoint à peu près chaque semaine, notre sous-ministre en titre peut-être aux 2-3 semaines, notre ministre peut-être aux 2 mois. Mais en général, quand je vois de mes idées qui réussissent à percoler jusque-là, c'est assez rare. Donc, de voir si nos idées ont un relatif impact sur les politiques notamment, peut-être un petit peu, j'en trace des bribes de temps en temps. Mais de là dire que c'est directement repris de moi, non. De temps en temps, on compte sur quelque chose d'aussi banal que des renvois d'ascenseur pour faire en sorte qu'on puisse de temps en temps faire passer nos idées. Donc, c'est pas étranger aux luttes de pouvoir dont on a parlé aujourd'hui, c'est pas étranger aux luttes d'influence, puis à l'influence qu'on peut exercer quand on est un acteur institutionnel, puis en même temps, en me présentant comme du ministère du Travail, Emploi et Sécurité sociale, évidemment le ministère du bien-être social, le ministère des assistés, le ministère qui produit Objectif Emploi, sans que ce soit conforme du tout à mes idées. Je me suis fait rejeter mes idées substantiellement. Donc, de ce point de vue-là, j'assume, je dois aussi assumer une image institutionnelle de ce point de vue-là pour dire que je peux avoir, je dirais, une relative influence, mais qui n'est pas transcendante, qui ne va pas jusqu'à outrepasser les prérogatives de mes bons amis économistes. Moi, je suis sociologue de formation. Donc, un peu en résumé de la journée, j'essaie de ramasser quelques idées qui me sont parues intéressantes, un peu pour rendre justice, bien sûr, à l'ensemble des présentations que je trouvais très riches, particulièrement riches aujourd'hui. Une belle discussion, surtout aussi en atelier. Il y en a été question. Moi, je n'ai participé qu'à un seul des ateliers sur l'intervention intersectorielle. Ça m'a beaucoup inspiré, cette présentation de Angèle ce matin, mais juste avant d'y arriver, je vais quand même commencer par un certain nombre de points que j'ai notés. J'ai noté 7 points, mais je vais essayer de les passer quand même assez rapidement pour ne pas trop m'éterniser sur la synthèse en question. Voir les jeunes comme acteurs, les premiers concernés par les enjeux de la recherche ou de l'intervention, c'est une belle idée, une idée que moi je retrace au moins, j'en ai vu des manifestations depuis au moins une vingtaine d'années. En 2007, j'avais publié un texte sur une initiative en Wallonie qu'on avait comparée avec le Québec, une initiative où on faisait appel aux personnes en situation de pauvreté pour tenter d'établir des indicateurs de suivi des questions de pauvreté qui, précisément, concernaient ces personnes au premier chef. Donc, une certaine implication des personnes, mais vraiment beaucoup plus que pour la simple consultation, ils étaient vraiment impliqués dans le processus. Et c'est une belle idée que je vois qui maintenant est relativement bien intégrée, au moins, je l'ai retracé au moins chez Mme Rousseau, chez Maria Junior. Donc, de faire en sorte qu'on puisse compter sur la part des personnes qui sont les premières concernées par les réflexions ou les recherches. J'ai vu aussi, peut-être deuxième point, une insistance particulière sur la question des perceptions, des représentations sociales, qui conduit souvent, par exemple, à des indignations relatives au manque d'informations ou à des défauts de communication entre les instances, si on veut, qui n'atteignent pas les jeunes. Il faudrait tous que chacune des entités institutionnelles ait sa page Facebook, qu'on puisse liker à volonté.
Mais c'est pas, ça finit par devenir un tout petit peu, je dirais, c'est pas la première fois qu'on l'entend bien sûr, mais ça finit par devenir un peu un genre de, je dirais, image projetée pour dire, ben voici, il faut qu'on puisse faciliter la communication. Vous voyez bien que la réponse institutionnelle à une demande de ce genre-là, ça va être de doter les directions de communication de moyens ou de normes, de personnes qui vont se forcer pour tenter de trouver des messages qui vont bien s'adresser aux bons auditoires. Il y a quelque chose d'un peu piégeux dans tout ça, c'est-à-dire que oui, on peut bien vouloir souhaiter qu'il puisse y avoir une meilleure information qui circule davantage. Il y a des pièges constants à la circulation de l'information. Qu'est-ce qui mérite d'être diffusé à tel public plutôt qu'à tel autre, etc. Il y a des enjeux politiques derrière les enjeux de communication, des enjeux évidents. Donc, de ce point de vue-là, simplement prendre un peu de distance par rapport aux besoins de communication ou d'information. J'entendais aussi dans chez un des intervenants de l'atelier que bon, il est difficile d'avoir une information à jour sur les programmes, toutes les nuances qu'on peut apporter pour se qualifier pour un programme, etc. Donc, les réponses institutionnelles, ben, ça va être de dire allez voir sur notre site web, on a un site web qui comporte toute cette information-là, vous n'êtes pas reçu, vous n'êtes pas capable d'aller vous informer par vous-même. C'est un petit peu ça qui est la réponse institutionnelle prévisible à cette revendication. Mais c'est parfaitement légitime de souhaiter qu'il puisse y avoir plus de circulation de l'information, parce que ça conduit aussi à ce que les milieux puissent être davantage sensibilisés. C'est une idée que j'ai trouvée chez Mme Blain, chez Mme Blanchet-Cohen. Donc, on puisse faire en sorte que la sensibilisation des milieux puisse être porteuse de changement. Puis de ce point de vue-là, ben, c'est certain, c'est riche. Il y a cette question, je commençais par dire, il y a cette question des perceptions qui vont jusqu'à des projections dans l'avenir, une façon de se projeter. Puis je trouvais ça, bien sûr, chez Mme Blanchet-Cohen, voir quelles sont les transitions qui sont réussies, donc d'une certaine façon, qu'est-ce qui peut être qualifié de réussite dans les interventions. Quelles sont les projections qu'on peut faire dans l'avenir, se projeter dans l'avenir, avoir un projet, faire en sorte qu'on puisse se projeter, avoir un avenir. Donc, c'est toujours un leitmotiv qui revient. J'avais un troisième point sur les acteurs institutionnels. Il m'a semblé que, dans plusieurs des présentations aujourd'hui, on a fait appel aux acteurs institutionnels. Encore une fois, je reviens avec la question des réponses institutionnelles à des problématiques qui sont soumises notamment par un mouvement qui pourrait être porté par les jeunes ou en d'autres lieux par les personnes en situation de pauvreté ou en d'autres lieux par des personnes en situation d'inégalité sociale, que ce soit en raison de handicap, du caractère racisé des personnes en question. Donc, il y a toutes sortes de façons de faire valoir qu'on puisse avoir des réponses institutionnelles à des problèmes. Ça a été un petit peu décrié, je pense avec raison, pour dire qu'effectivement, il y a quelque chose qui est un peu de l'ordre de la représentation au sens théâtral du terme. On se donne l'image de l'institution qui intervient réellement, qui a pour mission de faire en sorte que nos politiques puissent avoir un impact réel, etc. Récemment, il y a eu des questions sur toutes sortes de formes, des façons d'intégrer l'objectif de l'intégration en emploi comme finalité de bien des politiques. Je remonte au moins une vingtaine d'années pour dire qu'à l'époque, ça s'appelait l'obligation de cheminement, l'obligation de parcours. Un peu plus tard, c'est devenu une stratégie qui s'est appelée le pacte pour l'emploi. On a voulu rajouter à ça un peu d'argent quelques années après. Ça s'est appelé le pacte pour l'emploi plus. Puis, plus récemment, Objectif emploi, que vous connaissez, donc le programme actuel, qui ne fait que redire autrement ce qui a toujours été dit relativement au cheminement et qu'on souhaite orienter vers l'intégration en emploi, comme finalité de parcours. Puis on joue toujours dans ces politiques ou stratégies, on joue toujours avec deux éléments qu'on peut condamner ou
ou approuver, c'est toujours la question des incitations d'un côté versus des pénalités de l'autre. Vous seriez choqué d'apprendre que, par exemple, un ancien leader étudiant, que je n'aimerais pas, qui était en position d'autorité dans un poste de sous-ministre quelque part, est celui qui a proposé des pénalités en emploi, des pénalités qui sont associées au programme d'objectifs emploi. Un ancien leader étudiant, je trouvais ça choquant. Je me disais, misère, est-ce qu'il faut qu'on en soit rendu là? Donc, de ce point de vue-là, il y a quelque chose d'un petit peu, j'ose pas dire tordu, mais presque, à ce que de temps en temps, il y a comme un genre de réaction qu'on observe chez certains observateurs. Je vous donne un autre exemple aussi de piège institutionnel possible, soit lié à une personne dans le cas que je vous mentionne, mais quand même qui reflète aussi des préoccupations institutionnelles plus larges. Un ancien sous-ministre chez nous, employé de sécurité sociale, a été en poste pendant quelques temps, vient l'élection du PQ en 2012, il se fait muter, il se fait envoyer à l'éducation. Après le départ des péquistes en 2014, il revient chez nous. Donc, actuellement, il est rendu au MIDI, donc au ministère de l'Immigration, Diversité et Inclusion. Donc, il a fait un parcours intéressant. Il était en position, en partant de chez nous, pour faire valoir les enjeux autour de la formation professionnelle. Il arrive à l'éducation, puis il pousse l'idée de formation professionnelle vraiment à un extrême qu'on n'avait jamais connu auparavant. Là encore, je me disais, misère, nous qui avons tant décrié l'utilitarisme en éducation, est-ce que c'est ce à quoi on assiste, de voir quelqu'un qui est bien intentionné, préoccupé par les questions de développement de l'emploi, formation professionnelle, fasse en sorte que le ministère de l'Éducation, d'un côté, se réoriente vraiment massivement vers cet objectif, vers cette finalité. Ça m'a choqué, non pas parce que ça pouvait être, je dirais, légitime sur le plan de l'intervention gouvernementale ou des orientations politiques. Il pouvait y avoir une forte légitimité à ça, mais ça contrevenait à l'idée qu'on voyait traditionnellement autour de la question de la générosité, des finalités autour de l'éducation, que ça ne soit pas orienté que vers la formation professionnelle, ou en tout cas un genre d'utilitarisme que ma génération a décrié abondamment, voyant l'éducation comme un investissement pour l'avenir et pouvant générer beaucoup plus que la mise en emploi, que l'activation pour l'emploi. Donc, cette question-là de finalité des parcours, insertion en emploi, soit, j'ai bien vu aussi que dans plusieurs présentations, on a référé à ce qu'on appelle le DF dans le langage. Les gens qui sont ni en emploi, ni aux études, ni en formation. Donc, oui, c'est certain, puis ça a été noté par plusieurs, Mme Moulin et quelques autres, qu'il y avait cette question d'isolement ou d'inactivité qui était décriée constamment et pour laquelle la formation professionnelle pouvait apparaître justement comme une façon de s'en sortir. Il y a quelque chose de paradoxal. Il faut simplement voir que la finalité du parcours de l'éducation, la question est bien posée. Est-ce que ça ne doit être que pour accéder à l'emploi? Peut-être, il y a des gens pour qui ça convient, mais pas nécessairement pour ceux qui ont d'autres expériences à vivre avant d'accéder au marché du travail, comme si c'était une obligation formelle, qui aurait d'autres expériences à parfaire en bénévolat ou en d'autres activités donc de nature plus personnelle. Programme, j'avais un cinquième élément. J'avais noté que, oui, parmi les réponses institutionnelles, dans les politiques publiques, on retrouve souvent des programmes qui sont en concurrence. Je l'ai mentionné tantôt rapidement aussi en atelier. C'est très rare, sinon presque inexistant, de voir qu'un ministre, quand il lance un programme, quand il veut promouvoir une activité quelconque associée à un budget, puisse se préoccuper des considérations relatives à la coordination dans les milieux locaux. Dites-vous que c'est à 100 millions de kilomètres de leur intérêt. Ils n'ont absolument aucun intérêt pour ça. Le seul intérêt qu'ils peuvent avoir, c'est d'accoler leur nom à une réforme. Pour ceux et celles d'entre vous qui s'en souviennent, on a souvent parlé, disons, de la réforme Marois. Il y en a eu plusieurs réformes Marois.
Vers la fin des années 80, il y a eu une réforme Marois sur l'aide sociale. C'était la réforme qui avait fait en sorte qu'on abaisse l'âge de l'admissibilité aux aides à l'aide sociale. Pour les moins de 30 ans, on a aboli cette catégorie-là. On a fait un genre de moyenne pour ceux qui étaient à moins de 30 ans, à 150 $ par mois, souvenez-vous, à l'époque. Donc, en dollars d'aujourd'hui, c'est un peu plus élevé, mais quand même, c'était ce qu'on appelait le double barème, ou le petit barème, comparativement aux autres, qui, les autres dans leur ensemble, ont été rabaissés à 80% de leur prestations anciennes. Donc, ça, c'était une des premières réformes qui s'est appelée la réforme Marois. Si vous êtes passé par le secteur de l'éducation, vous avez en tête la réforme Marois, qui a été celle qu'on a connue en éducation, avec les compétences transversales, avec un certain nombre de réformes au programme, des réformes de structure avec les fusions des commissions scolaires. C'était Mme Marois qui l'avait implanté. Plus tard, j'étais moi-même au ministère de la Santé à cette époque-là. Mme Marois se retrouvait donc au ministère de la Santé et je l'ai eu comme ministre pendant quelques années. Il y a eu une autre réforme Marois au ministère de la Santé. Mais là, j'essaie de me souvenir honnêtement de quoi il s'agissait. Je ne vois à peu près rien d'autre que des réformes de structure, parce que c'est peut-être tout ce qu'il y a eu au cours des années en santé, des réformes de structure. Donc, probablement qu'on avait appelé des anciennes agences du nom de Régie, qui ont fini par devenir des CIUS, et qui étaient auparavant des conférences. Donc, auparavant, il y a 25 ans, des conférences régionales de la santé. Donc, des réformes en santé, oui, mais pas très fondamentales en général. Donc, vous voyez, réforme Marois, on pourrait l'associer facilement au moins à 3 réformes. Et bon, Mme Marois a eu le grand honneur de voir son nom associé à plusieurs réformes. Je l'ai toujours beaucoup apprécié d'ailleurs, surtout comme ministre, partout dans tous les ministères où elle est passée, d'abord, ça a été toujours très bien, son implication. 6e point, toute la question, il y a plusieurs questions encore là qui s'entremêlent. La question de l'intersectorialité, ça a été bien présenté ce matin par Angèle Ledoux. Je l'appelle Angèle parce qu'on s'était connus à l'époque du bac. On s'est rappelé ça tantôt. Donc, il y a longtemps, il y a très longtemps, on est ensemble au baccalauréat. Donc, intersectorialité. J'ai adoré l'idée fondamentale d'essayer de retracer ça, en fait, de faire une catégorisation entre intérêt, institution, idée, et de nous dire, bon, les idées, c'est pas l'enjeu. Les idées, tout le monde s'accorde, c'est très bien. Les intérêts, c'est là où ça commence à tiquer, parce que les intérêts sont toujours un peu dans l'explication qu'on peut essayer de retracer sur ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Puis on en a beaucoup parlé aussi, intérêts locaux pour les structures locales, qu'est-ce que ça signifie, les intérêts provinciaux, donc l'imputabilité recherchée dans la gestion des fonds publics, la solidité des règles, etc. Intérêts régionaux, oui, rendre compte, mais être un soutien à l'action locale en même temps que la difficulté d'assumer un leadership sur un certain nombre d'enjeux. Puis, avec les pendants qu'on peut voir du côté des institutions, on pourrait décliner un certain nombre de choses qui, justement, découlent de la perspective des acteurs institutionnels. Donc, ça m'a beaucoup inspiré parce que j'ai vu justement un bon nombre de situations où je peux me reconnaître à la fois comme acteur qui est pris avec la logique des silos. Oui, on se fait reprocher constamment au gouvernement d'agir en silo. C'est un peu vrai, mais en même temps, c'est un gros mandat d'essayer de vouloir changer ça. Il n'existe pas de ministère de tout. Donc, d'une certaine façon, c'est toujours difficile de ne pas faire ce pourquoi tu es mandaté. D'une certaine façon, on est toujours aux prises avec des règles. Puis, quelque chose d'un peu paradoxal. On voudrait pouvoir régler les problèmes et le faire de façon intersectorielle. Puis, au bon titre, ça serait une avancée spectaculaire de pouvoir le faire. Mais, Angèle Ledoux l'a mentionné aussi, bien souvent les postes des personnes qui sont en place sont évalués en fonction de la conformité à des règles, à des normes, à des lois, à des règlements. Donc, d'une certaine façon, il y a cet enjeu-là. Puis, dès qu'on veut le transgresser un tout petit peu, on s'attaque à un élément qui s'appelle l'autonomie administrative. On l'a ou on n'a pas l'autonomie administrative. C'est vrai pour les acteurs institutionnels
des réseaux de la santé et de l'éducation, les organismes communautaires, les organismes, je dirais, d'intervenants intéressés par une problématique, une question. Donc, j'ai en tête les organismes de défense des droits qui vont se mobiliser pour défendre une cause en particulier. Donc, d'une certaine façon, chacun a son autonomie, une autonomie à préserver. Donc, il ne faut pas non plus se surprendre des endroits où il peut y avoir enjeux autour de conflits de juridiction, qui sont toujours des conflits de légitimité. Est-ce que je suis dans une position légitime pour assumer un leadership quelconque? Donc, c'est ce qui vient teinter beaucoup les politiques publiques. Madame Blanc en a parlé pour la question des immigrants. Ça m'a semblé très, très juste de voir quelles sont les initiatives qu'on peut vraiment reconnaître ou pas pour ces catégories-là. Donc, imaginez toutes les nuances administratives et législatives qui doivent être prises en considération quand on vient pour intervenir, ne serait-ce que pour les diverses catégories d'immigration qu'elle nous a présentées. Est-ce que c'est pour l'immigration économique, le rassemblement familial, les réfugiés? Donc, il y a tout un ensemble de règles très précises autour de ces enjeux-là qui sont relativement contraignants. Donc, relation aussi entre recherche, résultats de recherche et politique publique. Peut-être peut-être l'abandonner des éléments que j'avais notés. Oui, il arrive, puis c'est ce que je mentionnais au début, il arrive que les idées de la recherche puissent percoler jusqu'aux politiques. Moi, j'ai des bons contacts avec mes collègues qui sont à la direction des politiques, qui écrivent les politiques. Donc, de ce point de vue-là, on s'interéchange d'informations abondamment sur tous les résultats de recherche. Il n'y a aucun problème là-dessus. La difficulté, c'est de voir qu'est-ce qui va percoler jusqu'au cabinet ministériel, jusqu'au ministre. C'est une autre paire de manches. Puis, quand c'est retenu en partie, par exemple, une nuance relative à un projet de recherche qu'on a fait monter, c'est pas certain que ça va subir le test de la redescente du cabinet vers la fonction publique qui, elle, va devoir aussi ultimement passer par une direction des communications avec ses impératifs propres à la communication, à la vulgarisation des messages. Qu'est-ce qui reste des nuances de la recherche dans ces conditions-là? C'est toujours un peu difficile de parier sur l'importance de la recherche dans les orientations des politiques publiques. Donc, oui, j'ai des exemples concrets que je peux vous donner où, oui, on s'est approprié un bon nombre de résultats de la recherche. Vous avez vu passer au cours des années diverses actions concertées sur la pauvreté et l'exclusion. Ça remonte à 2007. En fait, j'ai été beaucoup à l'origine de ces initiatives-là. Puis il s'est trouvé que dans les 3 premières actions concertées, les résultats sont tombés au moment où on écrivait une nouvelle politique de lutte contre la pauvreté. Donc oui, on pouvait intégrer ou on pouvait faire profiter l'écriture des plans d'action des résultats relatifs aux recherches, puis ça s'est fait. Mais de là à dire que ça, je dirais, de là à dire que ça a fondamentalement orienté, ça a permis d'orienter fondamentalement les politiques, j'aurais une hésitation parce qu'il y a beaucoup d'enjeux qui sont simplement liés à la politique au sens partisan du terme, pour lesquels on ne peut pas grand-chose. On dit, oui, on comprend que ça doit se faire pour favoriser tel ministre qui est dans tel comté. C'est bête, on voit ça passer, on voudrait que ça n'existe pas, mais ça existe. Donc, je ne mentionnerai pas des choses qui relèvent plus, je dirais, de la vie interne. Les directions de la recherche dans les divers ministères ont eu tendance à fondre beaucoup au cours des dernières années. Il n'en reste plus que chez nous, le ministère du Travail et de l'Emploi et de la Solidarité, le ministère de la Famille, le ministère de l'Éducation. Au ministère de la Santé, ça existe toujours sur papier, il y a toujours une direction de la recherche, mais l'essentiel des chercheurs sont partis à l'INSPQ. Donc c'est une substitution, ce n'est pas nécessairement une abolition. Mais dans tous les autres ministères, les directions de la recherche ont été abolies, donc moins de possibilités de faire valoir les résultats de recherche pour les politiques. C'est un petit peu triste, mais j'assume mon chapeau corporatiste pour mentionner cette idée-là.
Dernier point que j'avais noté, le 7e point, c'est la question plus vaste de la reproduction sociale. Madame Dumoulin a mentionné un certain nombre de marqueurs de stratification distinguant un milieu populaire versus milieu général. J'aurais aimé en retrouver des marqueurs de stratification un peu plus fréquemment, surtout avec les résultats que l'équipe ici vient tout juste de publier quant au taux de diplomation et au ratio, si on veut, de diplomation par rapport à l'ensemble des personnes qui sont passées par les services de protection de la jeunesse. C'est fameux, il faut faire valoir ces résultats-là de façon massive. Encore là, je vois ça comme un véritable marqueur de stratification, puis c'est ce qui va nous préoccuper au cours des prochaines années. Quels sont les facteurs d'inégalité, puis est-ce que ça va nous tomber dessus comme un tsunami? Je pense que oui, puis ces facteurs-là doivent être davantage explorés, exploités. Je vais terminer là-dessus, merci.